La Grande-Bretagne avait déjà traversé des départs royaux, des trahisons familiales et des tempêtes constitutionnelles avant Babu, mais rien ne l'avait préparé aux maux venant de Buckingham Palace. Le roi Charles avait pris sa décision. Archie et Lilibet, ses petits-enfants vivant pourtant à des milliers de kilomètres, de l'institution qui les avait vus naître, allaient être purement et simplement retirés de la ligne de succession. Ce n'était pas un simple avertissement, une négociation ou une mesure temporaire. C'était un acte définitif, lourd de conséquences pour deux continents entiers. Avant d'analyser ce que cela cache vraiment pour la famille royale, pensez à vous abonner pour ne rater aucun prochain épisode. Charles s'est assis derrière son bureau et a relu ce texte final 2 fois. Cette annonce allait rayer Archie et Lilibet de l'ordre constitutionnel de la couronne, la ligne de succession, cette règle légale qui désigne l'héritier du trône, était bien plus qu'une simple liste protocolaire. Elle portait l'identité royale et la continuité nationale. Exclure 2 enfants revenait à briser un lien établi dès la naissance, et le roi savait que le pays n'y verrait pas qu'une simple formalité administrative. Le monarque gardait une main posée sur le document pendant qu'un conseiller attendait. Charles savait que ces mots allaient blesser son fils. Pourtant, il croyait que la succession ne pouvait pas rester un héritage vide de sens. Après avoir relu la formule service futur envers la couronne, il a levé les yeux et a demandé de diffuser le texte. Ce choix de mots insistait sur la responsabilité, le privilège constitutionnel. Harry a reçu le message chez lui et a d'abord cru à une erreur. Il a relu le nom d'Archie puis de Lilibet et son visage s'est figé. Meghan a demandé ce qu'il y avait, mais il a baissé le téléphone. Elle a répété sa question, voyant sa stupeur se transformer en colère lorsqu'il lui a annoncé que leurs 2 enfants étaient exclus. Ce n'était pas une simple réforme. C'était une sentence prononcée contre 2 jeunes vies. William a découvert ces mêmes mots dans un bureau du palais. Le futur roi a pris la copie en avance, a bloqué sur le nom de Lilibet, puis a plié le papier. Il a demandé si Harry avait été prévenu. Un assistant a confirmé qu'un message lui avait été envoyé, mais le prince a décelé un ton bien plus glacial derrière cette réponse. Cette révision constitutionnelle, examen officiel des règles de la couronne et de leur impact, avait réuni conseillers et hauts fonctionnaires à huis clos. La décision était prête bien avant que le public n'en sache rien. Désormais, l'attention générale quittait les rouages du palais pour se tourner vers ceux qui en subissaient le coup à travers le pays. Un grand-père ayant choisi de voir un fils distant confronté à la trahison, une mère luttant contre la colère et 2 enfants bien trop jeunes pour comprendre ce qui venait de s'effacer de leur avenir. Pourtant, derrière la froideur constitutionnelle se cachaient 4 vies liées par le sang, la distance, la rancœur et une blessure familiale jamais vraiment refermée. Pour l'opinion publique, Archie et Lilibet n'étaient que des noms inscrits sous les princes et princesses dans l'ordre de succession. Pour Harry, c'était un de ses enfants. Pour Meghan, il représentait cet avenir qu'elle s'était battue pour protéger. Et pour Charles, ce n'était que des petits-enfants qu'il connaissait à peine reflet, vivant d'un fils qui avait choisi de partir. L'annonce était purement constitutionnelle sur la forme, mais son impact réel frappait au cœur d'une famille brisée où chaque titre masquait une souffrance intime. Harry est entré dans la chambre des enfants, enveloppé d'un silence plus lourd que la colère. Archie lisait calmement pendant que Lilibet jouait à côté, ignorant que des inconnus dans toute la Grande-Bretagne débattaient déjà de leur avenir. Le duc les a observés un long moment sans dire un mot. Son fils aîné était né à l'époque où lui et Meghan étaient encore des membres actifs de la famille royale, représentant ainsi officiellement la couronne à travers leurs fonctions et leurs engagements publics. Dès sa naissance, Archie avait porté le poids des attentes liées à la maison Windsor, cette dynastie historique de la famille royale. Aujourd'hui, ces attentes venaient de s'envoler sans même qu'il ait conscience qu'elles avaient un jour existé.
La situation de Lilibet provoquait une autre forme de douleur. Elle était née bien après le départ des Sussex, loin de la vie de château. Pourtant, son prénom la rattachait directement à la reine Élisabeth II, dont le surnom d'enfant secret avait une importance immense au sein du clan. Meghan comprenait ce lien fort. Elle savait aussi à quel point l'affection royale pouvait vite s'effacer devant l'autorité de la couronne. Meghan a demandé si Charles avait appelé avant que le communiqué ne soit publié. Harry a secoué la tête, avouant qu'il n'avait reçu qu'une notification officielle. La tristesse de la jeune femme s'est aussitôt muée en amertume. Elle a affirmé que le roi traitait Archie et Lilibet comme de simples lignes constitutionnelles plutôt que comme des petits-enfants dotés de sentiments d'une identité et d'un avenir. Harry n'a pas défendu son père. Il s'est tourné vers les Innishowen enfants et a ajouté que le pire était de savoir qu'il découvrirait qu'un jour comment cette décision avait été annoncée. Charles avait lui-même lutté contre cette même angoisse. Le monarque s'était souvent demandé si maintenir ses enfants dans l'ordre de succession préserverait l'unité familiale ou s'il allait plutôt semer le trouble chez deux jeunes élevés. Complètement en dehors de tout devoir royal, cet ordre successoral n'était pas un simple classement de parents proches. C'était la séquence officielle qui détermine qui peut monter sur le trône. Pour lui laisser cette situation inchangée sans contrepartie, le devoir risquait de devenir un simple symbole. Le rôle de William restait secret. Il avait su que la révision était lancée. Mais aucun rapport du palais ne disait s'il poussait à l'exclusion ou s'il acceptait juste l'autorité de son père. Catherine l'a trouvé seule à Windsor, cette déclaration toujours à la main. Elle a demandé ce qu'il tourmentait. Le futur roi a répondu doucement qu'Archie et Lily liraient un jour chaque mot. Cette peur rappelait un instant du passé enterré par la famille. Une cérémonie privée où deux enfants absents devenaient impossibles à ignorer. L'annonce finale commençait par des signatures et du jargon légal. Mais le vrai point de non-retour a eu lieu lors d'une cérémonie très pesante. Des mois avant que l'Angleterre sache, l'annonce officielle, une cérémonie secrète à Windsor, a dévoilé cette contradiction flagrante qui touchait Archie et Lily. Leur nom figurait toujours dans la succession alors qu'ils grandissaient à des milliers de kilomètres du pouvoir royal. Ce rendez-vous de famille pourtant très encadré a forcé Charles à affronter enfin la dure réalité. Ses enfants pouvaient-ils hériter d'un titre constitutionnel sans avoir aucun lien réel avec le pays le devoir où l'institution même Charles étudiait depuis des mois le sens de la succession aujourd'hui? Il voyait bien la différence entre naître dans l'histoire royale et être prêt à servir si des circonstances extraordinaires l'exigeaient un jour. La succession, cet ordre légal qui désigne les héritiers de la couronne, impose des devoirs en plus du statut. Ses conseillers l'ont prévenu pour Archie et Lily. Leur place serait intenable s'ils grandissaient à l'étranger loin de toute éducation royale ou de rôle public. Sans aucun ancrage en Grande-Bretagne. Le silence est tombé lors d'un hommage privé pour l'avènement de la reine Élisabeth II, le jour où elle est devenue souveraine. Une liste officielle des rôles familiaux a été lue, citant les proches liés à la couronne. Le nom d'Archie a résonné d'abord, puis celui de Lily, deux absents. Pourtant, deux places symboliques les attendaient. Personne n'a dit un mot quand leurs noms ont résonné. Le roi a regardé ces places vides et la contradiction est devenue douloureusement concrète. Charles, Batchelor, est allé voir un conseiller après la réunion. S'agissait-il de préserver un vrai lien familial ou de simplement maintenir une illusion sur le papier? Le silence gêné du conseiller l'a beaucoup plus marqué qu'une mise en garde directe. William a rejoint son père avant qu'il ne quitte le château. Le futur roi a pesé ses mots. La succession ne pouvait pas éternellement ignorer la notion de responsabilité. Il n'a pas exigé d'exclusion ni parlé de Harry avec colère, mais son avertissement forçait le roi à faire face. Le roi a réfléchi aux conséquences d'une attente d'autres futurs conflits profonds et de jeunes gens portant des devoirs constitutionnels sans y être préparés. Harry a appris plus tard par un rapport officiel secret que
L'absence de ses enfants avait été débattue après la cérémonie. Une colère folle l'a pris. Il a dit à Meghan qu'Archie et Lily étaient jugés pour un éloignement qu'ils n'avaient pas choisi. Elle a répondu que la famille rejetait ses propres échecs sur les enfants. Le lendemain, Charles a exigé un rapport constitutionnel confidentiel, un document hautement officiel pour étudier le pouvoir royal et ses répercussions réelles. La question centrale était violente. La succession devait-elle rester automatique quand toute possibilité de servir avait disparu? Apprenant que l'enquête avait démarré juste après Windsor, Harry a exigé de s'expliquer seul avec son père. Sans aucun conseiller pour faire écran, ces places vides avaient tout lancé. Mais il faudrait une confrontation père-fils pour faire de ce doute privé un choix irrévocable. Il n'y avait aucun communiqué de presse ni conseiller entre eux quand Harry a affronté Charles. Rien qu'un père, un fils et une table cirée lourde de rancœur accumulée. Harry venait défendre l'avenir d'Archie et Lily. Charles lui venait défendre la couronne. Mais derrière la théorie se cachait une accusation bien plus blessante, chacun reprochant à l'autre d'avoir fait passer ses choix personnels avant cette famille qu'il devait protéger. Harry avait regagné l'Angleterre, en comprenant que la révision n'était plus un simple projet informel. Il a exigé une entrevue secrète, refusant la présence de secrétaire. L'enquête, cette démarche officielle, pour décider si Archie et Lily conserveraient leur place dans l'ordre de succession, s'orientait déjà vers une décision définitive. Il savait qu'une fois la loi votée, la colère ne changerait plus rien. Charles est arrivé avec le mémorandum confidentiel. Le roi tenait à ce que son fils entende ses arguments. Directement, pourtant, le document dans sa main montrait à quel point la voix se resserrait. Harry a demandé en quoi exclure 2 enfants pouvait bien renforcer une famille. Son père a répondu que la monarchie ne pouvait pas promettre de rôle constitutionnel à des, Albert Stearns, personnes élevées sans s'attendre à servir la Grande-Bretagne ni à comprendre les devoirs liés à la couronne. La maîtrise de Harry a cédé. Il a dit qu'Archie et Lily payaient pour son départ de la vie royale, alors qu'aucun d'eux n'avait choisi cet exil entre Californie et Grande-Bretagne. Charles l'a regardé en face, insistant sur le fait que leurs valeurs personnelles n'avaient jamais été remises en cause. Cette décision concernait uniquement l'avenir que son fils avait choisi pour eux, une vie en dehors de l'institution, tout en exigeant des privilèges constitutionnels permanents en son sein. Harry a repoussé sa chaise en arrière et s'est levé. Il a exigé que Charles parle en tant que grand-père au lieu de se cacher derrière l'autorité d'un souverain. Le monarque a retiré lentement ses lunettes, les posant près du mémorandum. Il a admis que son rôle de grand-père était précisément la raison pour laquelle il avait repoussé cette décision si longtemps. Chaque mois d'hésitation avait été une tentative de trouver une voie préservant à la fois le devoir et la famille. Charles a alors proposé une dernière possibilité. Archie et Liette pouvaient maintenir un lien clair avec la Grande-Bretagne grâce à des contacts familiaux réguliers, des moments avec leur grand-père et une future compréhension des responsabilités royales. Harry y a vu du contrôle plutôt qu'un compromis. Il a accusé le palais de vouloir atteindre ses enfants par une pression constitutionnelle, tandis que le roi l'a averti que ce lien ne pouvait pas exister uniquement lorsque des titres étaient en jeu. La réunion s'est terminée sans accord. Harry a atteint la porte, persuadé que cette décision pouvait encore être contestée. Charles l'a arrêté d'une ultime phrase expliquant que refuser tout lien, tout en exigeant tous les privilèges constitutionnels, ne pouvait pas durer éternellement. Leur tête-à-tête s'est achevé sans que l'un ou l'autre ne cède, et derrière cette porte close, les rouages capables de modifier l'ordre de succession s'activaient déjà. Le pouvoir royal ne s'impose presque jamais par des éclats de voix. Il opère par dossiers, célèbres réunions minutieusement organisées et phrases polies jusqu'à ce que l'émotion s'efface des pages. Alors que Harry combattait cette décision en tant que père, Charles devait agir en tant que souverain. Autour de lui se tenaient conseillers législateurs et le futur roi. Tous savaient que
Rayer deux noms de la succession ne pouvait pas passer pour une vengeance familiale privée. Il fallait présenter cela comme une véritable nécessité institutionnelle. La déclaration personnelle de Charles formait le cœur même de l'annonce, mais sa seule signature ne suffisait pas à valider le changement. Les conseillers constitutionnels ont commencé à préparer la voie légale et parlementaire, le processus officiel par lequel les règles royales sont examinées, approuvées et reconnues par l'État. Le palais a présenté la décision comme un principe plus large. Les droits de succession devaient rester liés à la Grande-Bretagne, aux devoirs publics et à une réelle volonté de servir la couronne. Sans ce lien, prévenaient les conseillers, l'héritage risquait de devenir un privilège, sans responsabilité. William a rejoint cette réunion tardive en affichant le silence de celui qui en comprenait déjà le coup. Charles a demandé si l'histoire retiendrait cette décision comme une cruauté. Le prince n'a pas répondu immédiatement. Il a dit que historiquement on jugerait s'ils avaient protégé la monarchie, sans oublier que deux enfants se trouvaient derrière chaque ligne de ce jargon constitutionnel. Ces mots n'offraient aucun réconfort. Pourtant, le roi avait besoin de sa franchise. Charles a admis qu'Archie Elliott pourrait grandir en pensant que leur grand-père les avait rejetés. Sa voix a tremblé avant qu'il ne se reprenne. Le monarque a ensuite signé l'autorisation permettant de diffuser l'annonce. Pour un court instant, la plume est restée immobile sur le papier, comme s'il espérait encore que l'hésitation puisse ouvrir une autre voie. William a relu le mémorandum final. En tant qu'héritier appelé à monter sur le trône après le souverain actuel, il portait le devoir de protéger l'avenir de l'institution. Pourtant, Harry restait ce jeune frère autrefois défendu, guidé et écouté. Le futur monarque savait bien que son silence serait interprété comme un accord, même si aucun mot public ne portait son nom. Le document final contenait une limite cruciale. Archie et Elliott conserveraient leur identité familiale et leur titre personnel pour l'instant, mais ils perdraient toute prétention constitutionnelle d'hériter un jour du trône. Charles avait d'ailleurs écarté une proposition plus dure qui aurait supprimé absolument tout lien royal subsistant. Il voulait une frontière claire entre famille et couronne, pas l'effacement total de ses deux petits-enfants. Cette distinction semblait subtile au sein du palais. Au dehors, sa signification allait changer en quelques minutes. Une fois la déclaration publique, la précision juridique a sombré sous la colère humaine. Harry y verrait une punition. Meghan y verrait un rejet. Et avant que le palais n'explique cette nuance, les conséquences touchaient déjà la Californie. Charles croyait avoir tracé une limite prudente entre la famille et couronne. Mais quand la décision a traversé l'Atlantique, cette ligne a disparu sous une vague immédiate de colère et de chagrin. Herschel annonce n'a mis que quelques minutes pour voyager de Buckingham Palace jusqu'en Californie, mais son impact émotionnel a été instantané. Les téléphones ont commencé à sonner. Des messages d'amis, d'avocats, de journalistes et de proches arrivaient. Pourtant, chez Harry et Meghan, le moment le plus assourdissant a été le silence qui a suivi. Deux noms venaient d'être rayés d'un ordre vieux de plusieurs siècles. Et soudain, chaque sacrifice défendu par le couple était pesé face à ce que leur enfant avait perdu sans même qu'on leur demande leur avis. Meghan a rafraîchi le site du palais, regardant la page officielle changer. Les noms d'Archie et de Lilibet avaient disparu de la liste de succession. Ce registre public montre l'ordre légal selon lequel les membres de la famille royale peuvent hériter du trône. Cet espace vide était la toute première preuve visible que la déclaration n'était plus seulement de simples mots. Elle l'a fixé à refermer brusquement l'ordinateur et a dit à Harry que la famille défendra le sang conditionnel. Les conseillers d'Harry ont appelé immédiatement. Ils l'ont prévenu que attaquer publiquement cette décision pourrait aggraver la discorde et rendre la réconciliation presque impossible. Le silence avait aussi ses propres dangers. S'ils ne disaient rien, la version du palais allait définir l'avenir des enfants et laisser le monde entier croire que leur retrait avait été accepté sans protestation. Le duc écoutait, mais
Chaque option ressemblait à une capitulation. Harry s'en voulait énormément. Il répétait que son départ avait offert à la monarchie l'argument idéal et qu'Archie et Lilibet payaient désormais pour des choix qu'ils n'avaient jamais faits. Meghan a rejeté cela immédiatement. Elle lui a bien rappelé qu'il était parti pour protéger les enfants de la pression de l'exposition et d'une vie contrôlée par les attentes royales. Cette protection ne devait pas leur coûter leur reconnaissance au sein de leur propre famille, insistait-elle, et le roi aurait dû comprendre cette différence. Charles a reçu le message alors qu'il était assis seul. Il ne contenait qu'une phrase. Ils se souviendront de qui a pris cette décision. Le monarque l'a lu 2 fois, puis a posé le téléphone face cachée. Il s'attendait à la fureur de la part de son fils, mais ces mots touchaient à sa peur la plus profonde qu'Archie et Lilibet ne le connaissent un jour d'abord, à travers leur acte qui les avait exclus. L'équipe des Sussex a préparé un communiqué percutant, accusant l'institution de punir directement d'enfants. Harry a lu le projet et s'est arrêté avant de l'approuver. Il comprenait parfaitement que publier ces mots placerait Archie et Lilibet au centre d'une bataille internationale. C'était transformer leur nom en arme avant même qu'ils soient en âge de s'exprimer eux-mêmes. Sa colère exigeait une action. Ses instincts de père réclamaient de la retenue. Catherine a appelé avant la publication du communiqué. Elle avait contacté Harry en privé, sans l'accord du palais. Sans défendre ce retrait, la princesse lui a demandé de ne pas laisser les adultes échanger les noms des enfants comme des munitions. Il a presque raccroché, mais quelque chose dans sa voix l'a fait hésiter. Alors que les communiqués se préparaient et que la colère grandissait dans chaque camp, cet appel discret a brisé l'engrenage du conflit et a forcé Harry à affronter ce dont ses enfants avaient réellement besoin. Pour la première fois depuis le début de cette crise, aucun expert en constitution n'écoutait, aucun secrétaire du palais ne prenait de notes et aucun communiqué officiel n'attendait de validation. Il n'y avait que 2 personnes qui se parlaient en famille. Catherine avait vu William porter le poids de cette décision et savait qu'Harry s'apprêtait à répondre à la douleur par la fureur. Son appel n'a pas annulé ce que Charles avait fait, mais il a changé la question. Au lieu de chercher comment riposter, il fallait penser à ce qu'Archie et Lilibet allaient hériter émotionnellement. Catherine a demandé 10 minutes à Harry avant d'approuver le communiqué préparé par son équipe. Ce projet condamnait la décision du roi avec une fermeté sans concession, accusant l'institution de se servir de 2 enfants pour régler un conflit d'adultes. Harry a accepté à contre-cœur. Elle l'avait très rarement contacté directement depuis la rupture familiale et le fait qu'elle appelle sans William conseiller ni accord du palais révélait une vraie inquiétude plutôt qu'une stratégie. Harry restait méfiant alors que la princesse commençait. Elle lui a dit qu'Archie et Lilibet chercheraient un jour leur propre nom et découvriraient toutes les accusations échangées durant la crise. Les enfants liraient des titres, des communiqués et des mots amers bien après que les adultes aient oublié la colère qui les habitait. Elle a demandé s'ils voulaient que leur première compréhension de ce moment soit façonnée par la fureur de leur père. Harry a répondu que le silence ressemblerait à un abandon. Ils ne pouvaient pas laisser la couronne effacer leur statut constitutionnel pour ensuite contrôler le récit de ce qui s'était passé. Catherine comprenait sa crainte, mais elle a répondu que défendre les enfants n'exigeait pas de les enfermer à jamais dans cette même guerre royale dont il avait pourtant tenté de les libérer. L'ordre de succession, ce protocole officiel qui décide de qui doit hériter, du trône pouvait changer sans définir leur valeur humaine. La voix d'Harry s'est adoucie. Il a admis que sa plus grande peur était qu'Archie pense qu'on lui avait retiré quelque chose à cause de son père. La duchesse avait tenté de le rassurer. Pourtant, la culpabilité restait. Catherine lui a dit qu'Archie et Lily seraient surtout façonnés par les amours reçus à la maison plutôt que par la place que leur nom occupait sur une liste du palais. Elle disait qu'Harry contrôlait encore l'héritage émotionnel de ses enfants.
Catherine a ensuite révélé ce que William lui avait partagé lors d'une conversation de famille privée. Charles avait rejeté l'idée de leur retirer tous leurs titres et avait insisté pour que le contact personnel avec les enfants reste possible. Cette révélation n'a pas effacé la colère de Harry, mais a affaibli sa certitude que le monarque voulait un rejet total. Le roi avait tracé une ligne stricte sans fermer toutes les portes. Harry a donc retiré sa déclaration agressive. À la place, il a autorisé une réponse plus mesurée, affirmant que l'archi et l'identité, la dignité et l'avenir de Lily ne dépendraient jamais d'un rang constitutionnel. Sa décision a changé l'atmosphère sans pouvoir taire le jugement qui grandissait hors des murs du palais. Harry avait choisi de ne pas répondre à la couronne par une guerre ouverte, laissant le pays décider si Charles avait protégé la monarchie ou blessé 2 enfants innocents en son nom. Dès le matin, la décision n'appartenait plus seulement à la famille royale. Elle remplissait les plateaux de télévision, gares, kiosques et conversations devant les grilles du palais. Certains y voyaient un souverain imposant une clarté attendue. D'autres, un grand-père faisant peser le devoir constitutionnel sur 2 enfants. Pourtant, une image a résumé le débat bien mieux que n'importe quel panel d'experts. L'ordre de succession venait d'être raccourci sans les noms d'Archie et Lily. Les chaînes ont coupé leur programme alors que des historiens comparaient cette crise au moment passé où les conflits privés avaient remodulé la couronne. La succession constitutionnelle, cet ordre légal qui désigne les héritiers du trône, n'était plus seulement débattue comme une règle lointaine. C'était devenu une querelle publique sur le devoir, la famille et la responsabilité des enfants. Pour les partisans de Charles, succéder exigeait un lien vivant avec le pays. Les critiques répliquaient qu'Archie et Lily n'avaient jamais choisi l'exil. Un grand quotidien a résumé la colère en 3 mots à la une. Les noms supprimés. Des photos d'enfance d'Archie et Lily apparaissaient sous le titre à côté d'un cliché plus petit de Charles signant le décret. Le contraste était brutal. Une image incarnait le pouvoir royal. Les autres montraient 2 enfants trop jeunes pour comprendre pourquoi. Leur place dans l'histoire s'était volatilisée. Devant Buckingham, une petite foule s'est massée près des grilles. Une femme a déposé 2 fleurs blanches contre les barreaux, confiant à un journaliste lors d'un micro-trottoir que les enfants ne comprenaient peut-être pas aujourd'hui, mais qu'ils comprendraient un jour. Ces mots ont vite tourné car ils disaient ce que les juristes ne pouvaient que pas exprimer. La décision protégeait l'institution, mais son coût affectif finirait par toucher ses enfants. Charles suivait les infos en silence. Un présentateur a qualifié cette annonce de « décision la plus solitaire de son règne ». Camilla l'a vu baisser les yeux quand les visages d'Archie et Lily ont rempli l'écran. La reine consort lui a dit de publier la clarification du palais immédiatement. Il a acquiescé, mais le roi savait que de beaux discours n'effaceraient pas l'image déjà ancrée dans l'esprit des gens. William a affronté la colère lors d'un engagement officiel. Un homme a crié dans la foule demandant si Archie et Lily étaient toujours de la famille. Le prince a hésité puis a lancé « Il reste de la famille ». Sa réponse a circulé plus vite que la déclaration du palais sonnant humaine plutôt qu'institutionnelle. Le palais a vite précisé que cette décision ne concernait que le rang constitutionnel et ne brisait pas leur lien personnel avec la famille royale. La fureur populaire s'est apaisée, faisant place à la réflexion. Quel sens la famille donnerait-elle à cette blessure? Le monde avait rendu son verdict dans les journaux et les débats, mais le vrai sens de cette décision se déciderait en privé, par les membres de la famille obligés de vivre avec elle. Finalement, Archie et Lily perdaient leur place dans la succession, mais ils ne perdaient ni leur nom, ni leur famille, ni le droit d'exister au-delà de la couronne. La décision de Charles fermait une voie constitutionnelle avec une clarté définitive. Elle révélait aussi cette vérité douloureuse que la monarchie évitait depuis des années. L'héritage royal ne pouvait plus exister sans une part de responsabilité royale. Ce verdict était
historique, mais sa portée profonde était plus humaine que juridique. Charles a finalisé le processus constitutionnel officiel et le palais a confirmé la décision sans hésiter. Archie et Lily ont été rayés de la ligne de succession, cet ordre légal qui détermine qui peut hériter du trône britannique. Leur place ne serait pas rétablie par du silence des délais ou des négociations privées. La monarchie a présenté ce changement comme un lien indissociable entre succession et le service exigeant préparation-résidence et une relation active avec l'État britannique. Ce n'était pas présenté comme un jugement sur la valeur des enfants, mais le roi savait que les justifications légales ne pourraient jamais effacer la blessure affective. Charles a écrit une lettre privée destinée à ses deux petits-enfants. Le monarque y expliquait que la couronne exigeait cette décision, mais que rester leur grand-père était une promesse bien à part. Il ne demandait pas de pardon, il voulait seulement qu'Archie et Libet lisent ces mots quand ils seraient assez grands pour décider du lien qu'ils voulaient avec lui. Aucun plaidoyer public, il savait qu'une affection théâtralisée ne vaudrait rien. Absolument rien. Harry a reçu l'enveloppe et a refusé de la divulguer. Il l'a rangée au chaud dans un tiroir sécurisé, expliquant à Meghan que les enfants décideraient d'eux-mêmes s'ils voulaient un jour l'ouvrir. Elle a acquiescé consciente que ce choix revenait enfin à Archie et Lily, plutôt qu'aux conseillers aux parents ou aux titres de presse rageurs. Plus tard, Archie a demandé pourquoi tout le monde appelait. Harry s'est agenouillé près de lui, les adultes, parle d'histoire royale, mais ça ne change rien à ce qu'il est, ni à quel point il est aimé. Cette réponse du duc ne restaurait aucun titre constitutionnel, mais elle donnait à son fils l'essentiel, une certitude sans condition. William a vu Charles en privé après l'annonce. Selon le futur roi, cette décision pourrait protéger la structure de la monarchie, mais la réconciliation exigerait des actes concrets, pas des communiqués. Son père a accepté ce constat sans se défendre. Le roi sauvait le principe d'une succession liée au devoir, mais au prix d'une blessure éternelle dans sa relation avec Harry, preuve de la fragilité d'une famille que l'institution avait brisée. L'avenir d'Archie et Lily ne dépendait plus d'un trône qu'ils n'avaient jamais été préparés à recevoir. Leurs vies leur appartiennent désormais libres d'accepter ou de rejeter ce que la Grande-Bretagne leur proposera. L'ordre de succession a changé à jamais. Le débat constitutionnel est clos et deux enfants sortent enfin de l'ombre de la couronne, sans être effacés de l'histoire, mais libres d'écrire leur propre destin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner. On se retrouve très vite.